Alors donc voilà, on va reprendre. Alors pour la suite, donc nous allons maintenant créer la page concernant la partie gallery. On a créé donc un composant counter, about et maintenant gallery. Alors dans cette page, nous allons créer la page similaire suivante. Bon, c'est une page dans laquelle nous allons chercher, nous allons saisir un mot-clé, une ville par exemple, ou un pays. On va chercher, on va envoyer une requête vers la partie backend. Alors pour nous, la partie backend, c'est une API REST qui s'appelle Pixabay, que je vais vous montrer tout à l'heure. On envoie la requête, on va récupérer le résultat en format JSON. Et ce résultat-là contient une liste de photos que nous allons essayer d'afficher dans la page. Et donc, quand on va afficher, c'est-à-dire ces photos-là, ben, tout simplement, on aura besoin de faire la pagination parce qu'à chaque fois que j'envoie une requête, je vais récupérer un certain nombre d'enregistrements. Et donc, on va faire la pagination. Et en même temps, quand on clique sur Détail, je vais afficher un autre component que je vais appeler Gallery Detail. Je lui transmets tout simplement le ID du component et après on va l'afficher, on va afficher le détail, donc l'auteur et quelques informations qu'on va essayer de faire. Alors ça, en fait, c'est un exemple assez intéressant qui montre d'abord comment interagir avec les API REST. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors pour faire ça, alors ici, ça je vais l'importer tout à l'heure. Alors pour faire ça, donc, je vais d'abord devoir définir donc, le state. Alors dans le constructeur, nous allons définir this.state égale. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le state? Alors regardons d'abord l'API Pixabay. Alors pour aller vers en fait l'API pixabay.com, donc vous avez juste besoin de créer un compte. Et après, vous allez avoir un API key, c'est-à-dire un code de l'API, de l'API. Et après, par la suite, donc, vous pouvez envoyer des requêtes comme ça, avec pixabay.com/API, point d'interrogation, vous envoyez un ensemble de paramètres. Le premier, c'est key, donc, dans lequel vous spécifiez donc, la clé. Donc, ça, c'est la clé, c'est-à-dire de l'API. And query, là, on peut spécifier la place, par exemple ici, Paris, and page égale. Donc en principe, si vous spécifiez une place quelconque, par exemple Rabat par exemple, ben, qu'est-ce que je récupère? Donc je récupère un certain nombre de hits. Alors ici, donc il se trouve pour Rabat, il y a 17 images. Alors si vous souhaitez une autre, par exemple Paris par exemple, vous voyez, donc il y a 3030 photos, mais il ne va pas vous renvoyer donc, toutes les photos, donc il vous envoie un objet JSON qui contient total et la liste des photos, donc dans un objet qui s'appelle hits. Vous voyez là, c'est un tableau dans lequel vous allez avoir un ensemble de hits, et chaque hit est défini donc par en fait son ID, l'URL de la page, et après, c'est-à-dire où se trouve donc cette photo là, puisqu'il est décrit dans le site. Les tags, donc ici c'est les mots-clés. Preview URL, donc ça c'est une photo de petite dimension, si vous voulez juste afficher un preview. En fait, et après vous avez donc width, height, vous avez web format URL, donc si vous voulez afficher, donc ça c'est une taille moyenne, donc pour les pages web. Et après, vous trouverez également donc large image URL, donc si vous voulez avoir c'est-à-dire l'image en grande résolution, et ainsi de suite. Donc vous avez la largeur, la hauteur, le nombre de vues, le nombre de téléchargements, le nombre de favorites, etc., etc., likes. Bon, ça c'est globalement c'est des informations. Peu importe. Le plus important pour nous, c'est que au niveau front-end, on doit être capable d'interagir avec une application back-end qui permet sous forme d'une API REST, qui permet de nous fournir un résultat au format JSON. Et après, ces données-là, on va essayer de les utiliser pour les formater, les afficher côté front-end. Voilà. Alors ici, donc, pour faire ça, donc, nous avons besoin donc, dans notre state de définir d'abord la liste des hits qu'on va afficher.
Alors par défaut, donc c'est un tableau qui est vide. Ensuite, j'aurai besoin d'un certain nombre de paramètres, par exemple comme la page current page. Quelle est la page que je vais afficher par défaut? C'est 1, c'est la première page. J'ai besoin, par exemple, le nombre d'enregistrements par page, c'est page size, par exemple. Par exemple, je vais récupérer 5, 10 par exemple. Ensuite, j'ai besoin donc du mot-clé, keyword, current keyword. La valeur par défaut, par exemple, Paris. Voilà, current keyword. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'au démarrage, au chargement du composant, je vais envoyer la requête vers la partie, c'est-à-dire vers l'API. Je récupère ces données-là et je les affiche d'abord. Et après, on va ajouter le formulaire pour faire la recherche. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler getIts. Alors là, donc, pour interagir avec la partie backend, j'ai besoin d'une librairie qui me permet d'envoyer des requêtes AJAX, des requêtes HTTP vers la partie backend. Alors, parmi ces librairies, donc, on peut utiliser la librairie qui s'appelle Axios. Donc, il faut l'installer comme dépendance dans notre projet. Donc, on va utiliser npm install save Axios. Ça, c'est la dépendance. Alors, une fois qu'il est installé, on va juste la déclarer avec un import ici. Import Axios from la librairie Axios. Et on va l'utiliser directement ici. Alors, pour l'utiliser, donc on va utiliser donc axios.get. Donc, c'est-à-dire j'envoie une requête avec get. Après, je peux utiliser axios.post.put.delete. Donc, si je veux envoyer des requêtes HTTP avec différentes méthodes. Alors, c'est quoi l'URL? J'envoie une requête HTTP vers cette API-là. Copier. CTRL-V, tout simplement. Donc, j'envoie une requête vers c'est-à-dire cette API-là, avec cette URL. Je peux utiliser ici let URL égale à ça. Et après, je vais utiliser ici axios.get URL. Et après, la méthode de get retourne une promesse. Donc, ça veut dire on va utiliser .den axios.get URL. Donc là, il envoie la requête HTTP. Et après, on attend la réponse. Enfin, on ne va pas attendre la réponse parce que en fait, il vous retourne une promesse. Donc, ça veut dire que je vais utiliser .den. Alors, s'il y a la réponse, donc je vais récupérer response sous forme d'une raw function, c'est-à-dire une fonction lambda, si vous voulez. Et sinon, s'il y a erreur, donc je vais utiliser catch, donc .den.catch. Alors, dans ce cas-là, je récupère l'erreur ici. Et je peux, par exemple, pour afficher le message d'erreur, donc je vais utiliser console.log error pour voir, par exemple, s'il y a des petits problèmes. Alors sinon, si tout se passe bien, donc c'est-à-dire si le code de status code de la réponse HTTP est 200, donc là, on récupère la réponse, le corps de la réponse. Et après, on va on va récupérer les hits, on va les stocker dans le state, ici, dans l'objet hits. Alors pour cela, donc, on va utiliser 10.setState. On va changer notre state, le state des composants. Alors, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer tout simplement la valeur de hits. Égale à quoi? Égale response. Alors, response, c'est la réponse HTTP. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le corps de la réponse. Donc, je vais utiliser data. C'est les données de la réponse. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans data? Ce qui m'intéresse, c'est cette liste, hits, que j'ai ici. Donc, point hits.
Voilà. Alors maintenant, quand est-ce que cette méthode va s'exécuter? Au moment du chargement de notre composant. Alors pour cela, donc, je vais créer donc dans le composant, il y a des méthodes qui font partie du cycle de vie des components. Parmi ces méthodes, il y a ces méthodes-là. Component will mount, did mount, etc. Alors ici, donc, vous voyez, donc, les will mount, c'est une méthode qu'on peut utiliser, mais il est déprécié. Donc je vais utiliser did mount. C'est-à-dire quoi? Une fois que le composant est monté, c'est-à-dire est chargé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, j'appelle cette méthode qui s'appelle getIts que je viens de créer. C'est-à-dire cette méthode-là, c'est là. Voilà. Alors après, bon, si vous voulez loguer le contenu de la réponse ici, vous pouvez utiliser console.log response. Voilà. On peut regarder ce qui se passe. Alors ici, donc, nous avons besoin ici de regarder ça. Alors ici, pour le moment, donc, il nous affiche le composant, mais si on regarde la console, ici, alors vous voyez donc, ce que j'affiche là, c'est l'objet response. Si je regarde ce qu'il y a dans l'objet response, ben, il y a carrément plein de choses config, il y a data. Il y a les headers, il y a tout ce qui concerne la réponse HTTP, et ce qui m'intéresse ici, c'est data. Donc c'est ce que je viens de récupérer ici. Et dans data, il y a les données que nous avons vues tout à l'heure. Parmi ces données, il y a total hits, il y a hits, c'est un tableau. Et ce tableau-là donc contient ces données que je vais afficher. Alors maintenant, c'est ces données-là que je vais afficher au niveau du composant, au niveau du rendu. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors pour le moment, donc on va ici, donc voilà. Notre rendu du composant, on va créer un div dans lequel on va utiliser une classe, par exemple, on va créer le div. Alors dans ce div là, je vais en fait faire une boucle. Donc je vais faire une boucle pour afficher la liste des hits que j'ai ici. Donc à nouveau, donc je peux faire comme on a fait dans l'exemple précédent, this.state.hits.map. Alors pour chaque hit, alors ici donc je n'ai pas besoin en fait d'afficher les accolades si vous voulez. Je peux mettre quelque chose comme ça et directement je vais retourner un div. Voilà. Donc c'est-à-dire pour chaque hit je vais retourner un div. Mais ce div se forme, je vais utiliser une classe. Alors ici donc je vais mettre ça sous forme de colonne. Donc ça veut dire qu'il serait mieux avant de faire la boucle, je vais créer un div avec la classe par exemple row. Donc ça c'est toujours bootstrap. Ici je vais utiliser alors div/div ici. Voilà. Et après là je vais utiliser class name c'est call. Par exemple md, alors si on souhaite afficher par exemple 3 par ligne, donc je vais utiliser 4 colonnes pour chaque hit et je crée une carte. Une carte. Dans le carte, je vais avoir carte header. On va mettre du contenu et carte, et l'autre c'est la classe c'est carte body. Voilà. Alors maintenant dans body je vais mettre la photo. Alors je vais afficher par exemple la photo. En fait c'est ce qu'on veut faire ici.
Oui, donc ici, j'affiche carte header. En fait, dans notre carte header, on va afficher les tags et la résolution, par exemple. Ici, donc, on va afficher donc l'image. Et par la suite, on va utiliser ici un bouton pour plus de détails. Voilà, alors donc pour afficher l'image, donc on va utiliser img, source. Alors c'est quoi la source? Alors maintenant, dans notre réponse, je vois bien ici une image qui s'appelle web format URL. Cette image-là, donc je vais la récupérer à partir de it. Pour chaque it, je vais utiliser it, point tout simplement web format URL. Alors ici, it, oui, en fait, le problème, c'est en fait, ça vient de là. Alors ça, c'est le div row, on va le mettre à l'extérieur. Et celui-là, à l'extérieur. C'est normal parce que, en fait, mon code qui permet de faire le map, c'est du JavaScript, en quelque sorte, donc il est là. Donc c'est-à-dire avant de faire le map, donc je vais d'abord générer cet élément row. Donc voilà, c'est pour cela que ici il a en fait il est un peu perdu. Voilà, donc c'est ut web format URL enregistré et je regarde. Alors je vois déjà quelque chose qui s'affiche dans ma page. Voilà, ici. Oh, c'est pas très joli. Et je vois ici, bon, parce que là, les images n'ont pas les mêmes dimensions. Donc là, il faut mettre un peu d'ordre dans la page. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais utiliser Image. Je vais utiliser une largeur fixe pour toutes les images. Plutôt, on va fixer la hauteur. Voilà, alors je vais utiliser une hauteur égale de 100. Voilà, donc je fixe la hauteur et après bon, je vais utiliser donc en fait, des classes Bootstrap pour arranger donc, cet affichage. Alors je vais utiliser ici pour la classe img. La classe Bootstrap c'est img carte img. Bon, après on peut créer une autre propre classe, donc je vais utiliser ici img carte img. Je vais passer qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ça donne quelque chose de plus intéressant. Alors bon, il va adapter l'image à la carte, mais ici vous avez des photos, mais bon, c'est-à-dire il y a quelques photos qui vont être déformées, comme celle-là par exemple. Là, on ne respecte plus la largeur entre la hauteur, plutôt le rapport entre la largeur et la hauteur. Voilà, donc vous pouvez utiliser donc par exemple ce modèle. Alors ici on va afficher donc la liste des tags au niveau du titre. Donc c'est it.tags. Et en plus, donc je vais afficher la résolution de l'image par exemple. Alors it. Point. Alors la résolution c'est web format 8 et web format 8. Voilà. Multiplié par exemple, je fais la même chose pour afficher la hauteur, la résolution. Voilà. Alors ça c'est un premier affichage. Donc vous voyez donc à chaque fois que j'appelle le composant, par défaut il envoie la requête HTTP. On peut le voir dans les outils de développement. Ici,
En fait, il y a encore un petit problème qu'on va régler. Donc ça, si vous rappelez donc le fameux key qu'il faut utiliser quand vous faites quand vous utilisez Map. Ici, je vois dans la partie network. Alors, quand j'actualise, qu'est-ce que je vois là? Donc je vois je vois bien donc une requête qui est envoyée ici, voilà, Pixabay. Donc c'est une requête HTTP avec GET. La réponse HTTP c'est le 100. Le corps de la réponse, vous voyez donc ça c'est les données au format JSON. Et bien c'est ces données-là que j'ai affichées ici. Voilà, alors ça c'est juste le principe de base d'utilisation de Axios. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter le formulaire donc, pour faire la recherche. D'abord. Alors, pour faire la recherche, donc j'ai besoin de créer le formulaire. Alors, juste, il ne faut pas oublier que notre page, c'est-à-dire les composants sont insérés dans l'élément app. Et dans app, nous avons utilisé un div avec container. En fait, ce container-là, donc je vais cette classe container, je vais le supprimer parce que je vois bien que la marge ici n'est pas bonne. Et par contre, je vais utiliser donc juste au lieu de container, je vais utiliser un margin de 5 par exemple, de 4. Voilà. Alors maintenant, combien de photos que nous avons récupérées? 10. Parce qu'en fait, on a demandé 10, mais en réalité, il y a encore d'autres photos qu'on va récupérer donc, quand on va faire la pagination. Alors maintenant, nous allons donc faire la recherche. Alors pour cela, donc, nous allons ajouter un formulaire de recherche à ce niveau-là. Et oui, ce qu'on va l'ajouter, on va l'ajouter donc ici. On va créer un formulaire. Alors ce formulaire, donc, on peut utiliser en submit. Alors en submit, on va faire appel à... on va le faire tout à l'heure. Alors dans le formulaire, donc, je vais utiliser un div classe sous forme d'un row, une ligne, dans laquelle je vais utiliser deux calls. Un div avec call et un autre div avec call. Donc juste avec IntelliJ, quand vous mettez .call tabulation, ça vous donne un div avec classe name égale à call, classe égale à call. Alors dans la première colonne, donc je vais mettre un champ input, type égale à texte, égale à texte, classe, je vais utiliser form control. Après, je vais le compléter et dans ce div là, je vais mettre un bouton avec la classe btn. btn success et ici chercher. Voilà. Alors ici, j'aurai quelque chose comme ça. Bon, j'ai un champ de texte, un bouton. Et je voudrais, si vous voulez par exemple, parce que là c'est divisé en deux, donc je vais utiliser cette colonne là, je vais utiliser auto. Alors comme ça, il va s'adapter au contenu. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Ça, une zone de texte qui prend la largeur de la plage et vous aurez un bouton tout à droite.
Alors ici, donc je vais spécifier ici mon div avec un margin de juste de 2 et un padding de 2. Voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Alors, sur ce champ-là, donc on va utiliser d'abord placeholder, ici ça keyword. Alors, la valeur, alors ça c'est en fait notre placeholder. Alors maintenant, je voudrais en fait par défaut qu'il m'affiche la valeur qui se trouve dans le state. Alors ça veut dire que je vais utiliser encore value. Alors la value égale 10.state.currentKeyword. Ça me donne quelque chose comme ça. Bon, par défaut, c'est pareil. Alors la même chose, donc je vais ajouter en change. Quand je change la valeur, je dois la stocker dans le state. En change, j'appelle une fonction que je vais appeler set keyword. Voilà. Alors en même temps, alors set keyword, donc ça veut dire que ici je vais utiliser une fonction keyword set keyword égale raw function dans laquelle je vais récupérer event, l'événement, sur lequel se produit l'événement, et comme ça je vais utiliser directement 10.setState et je vais définir current keyword. Il faut juste bien écrire les choses, sinon vous aurez des complications. Donc current keyword, de point, la valeur c'est event.target.value. Donc voilà. Alors ici, donc si vous tentez d'afficher quelque part la valeur, je vais créer juste un div là pour tester. Si vous affichez en même temps 10.state current keyword, alors vous aurez quelque chose comme ça. Alors vous voyez donc ceci un div que je vais mettre ici. C'est juste pour afficher. Donc là je vois bien que ici, donc ce que je vais saisir là, de ce que je saisis là, donc automatiquement il va vers le state, vers le current keyword, et la valeur est égale à la valeur current keyword. Alors donc ici c'est React qui contrôle le contenu de ce champ de texte, parce que de toute façon il va contenir que c'est-à-dire ce qui se trouve dans le state ici. Alors ça c'est ce que nous avons déjà montré la dernière fois. Alors maintenant, une fois que je valide le bouton, donc je vais utiliser ici en submit. Alors en submit, je vais appeler 10.search par exemple. J'appelle une méthode search. Alors cette méthode search que je vais créer ici, search égale raw function. Ici je vais récupérer un nouveau event. Alors comme ça, donc mon bouton par défaut, donc c'est type submit. Comme ça. Type égale à submit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors ici, on va d'abord faire appel 10, on appelle la méthode tout simplement chercher getIts. Alors bien sûr getIts, il va être appelé, mais cette fois-ci avec
Alors ici, on va changer, ce n'est plus la valeur, c'est pas une constante. Ici, je vais concaténer avec this.state.current keyword. Il faut juste faire attention à l'orthographe parce que parfois, si vous ratez l'orthographe, ça pose problème. Surtout ici, parce que vous êtes en train de faire un two-way binding. Donc, il faut bien que ce soit respecté, sinon vous aurez des petits problèmes. Bon, two-way binding, ça veut dire la donnée que je saisis dans la zone de texte, il va vers le state. Et à chaque fois que le state change, il s'affiche dans la zone de texte. C'est-à-dire vous avez ici, donc c'est un champ qui est contrôlé par React. Voilà. Alors, donc ici, donc je fais ça. Donc en principe, il devrait faire la recherche avec le nouveau keyword qui a été saisi. Mais sauf qu'on aura un petit problème. C'est que ici, je vais par exemple dire, je vais rechercher sur, par exemple, London. Quand je cherche, alors il y a un petit problème, c'est que il fait bien de la recherche, mais il revient sur Paris. Pourquoi? Parce que nous avons le problème, rappelez-vous, de prevent default. En fait, quand vous faites un submit, il recharge la page. Et quand il recharge la page, c'est-à-dire à nouveau, donc la valeur par défaut de current keyword, c'est Paris. Donc c'est qu'on perd toutes les données du state et à nouveau la page est rechargée. Donc pour éviter ce problème, donc nous avons dit que ici on va utiliser 10. Plutôt c'est event.prevent default. Alors je vous rappelle que prevent default donc, permet donc d'intercepter l'événement et de l'empêcher de se propager vers, bien sûr, vers le niveau supérieur. Ça veut dire il va pas atteindre on va dire le browser. Ce qui fait, nous, ce qu'on veut faire, on veut juste faire ça. Donc je voudrais pas, donc je stoppe l'événement à ce niveau-là. Donc la page ne va pas être rechargée. Alors prevent, c'est mal écrit, prevent default. Voilà. Alors donc ça c'est la partie recherche. Je crois que ça devrait marcher maintenant. Alors ici Marrakech. On recherche. C'est pas bon. Alors Marrakech. London. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui cloche. Alors on regarde les outils de développement. Et on regarde notre requête, comment il est. Ah, ils sont déjà affichés. Console, plutôt network. Alors ici, donc je fais une recherche sur London. Je regarde la requête qui est là. Voilà, nous avons juste un petit problème, c'est on a oublié un égal. Si vous remarquez bien la requête ici, il y a un égal que nous avons raté ici. Donc query égal la valeur. Parce que là, ça n'a pas marché. Alors là, bon, ça a l'air de marcher. Ici, donc Marrakech. Ça a l'air d'être bon. Casablanca. Bon, ça a l'air d'être bon. Morocco. Ça a l'air d'être bon. Alors ici donc, vous voyez donc par défaut, donc ici 9. Donc par défaut il vous retourne 20.
c'est-à-dire 20 hits. Alors maintenant, je vais effacer, donc je vais supprimer ce champ-là. Je n'ai plus besoin de l'afficher. Alors c'est bien de l'afficher pour contrôler juste ce que vous saisissez. Après, la valeur par défaut, je peux la laisser comme ça. Sinon, si vous voulez pas carrément faire une recherche par défaut, donc vous pouvez c'est-à-dire vous pouvez l'enlever de là, directement dans l'événement, voilà. Component demand. Si je veux pas faire la recherche au départ, donc j'ai une liste vide. Et dans ce cas-là, la valeur par défaut, vous mettez ici une chaîne vide. Et comme ça, vous aurez quelque chose, voilà. C'est donc vous avez ici donc la valeur et vous faites la saisie, vous faites la recherche et vous aurez donc une recherche. Alors ça, c'est pour en fait le principe de base. Alors maintenant, reste afficher la pagination. Alors pour la pagination, donc je vais... Bon, il y a de l'arrangement qu'on va faire. D'abord, au niveau de la requête, et ici, on va ajouter les paramètres de pagination. Ici, je vais lui dire plus and, le champ page, égal, c'est 10.state.currentPage, plus size and per page égale c'est 10.state.current state, size. Voilà, size, page size, je crois, c'est ça. Alors ça, c'est d'abord les paramètres qu'il faudrait spécifier. Alors ici, donc je suppose que le nombre de pages par défaut, c'est 10. Alors maintenant, en principe, il ne devrait plus vous retourner 20, mais plutôt il va vous retourner que 10. Vous voyez, donc là, 6, 9, 10. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La pagination. Alors, pour la pagination, voilà. Alors d'abord, il y a alors pour ceux qui n'aiment pas voir les noms des paramètres dans les méthodes, parce que là, ça peut parfois... ça m'arrive qu'il y a des étudiants qui me demandent c'est quoi ça? Alors, c'est juste les DE, généralement dans la configuration, dans Setting, vous pouvez chercher inline ints. Alors ici, donc, si vous désactivez donc les ints, alors il ne va plus vous afficher ça. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que vous appelez une méthode, vous lui transmettez les paramètres, mais il vous donne juste en fait le nom du paramètre. Il est de quel type. Donc, c'est toujours bien de le savoir. Pour un développeur, c'est bien de savoir par exemple ici, je vois response. Response pour moi, c'est response, mais quand même, les DE, ils vous indiquent comme quoi, dans cette méthode, si vous l'activez, il vous dit que ce response, il est de type Axios response. Je pense d'ailleurs c'est un type générique. Voilà. Alors ici, donc, je peux toujours activer, désactiver donc ce système-là. Donc, tout dépend de la manière avec laquelle vous travaillez. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces paramètres, donc c'est pas un problème, mais c'est toujours utile. Alors, donc la pagination. Alors pour la pagination, nous avons besoin d'ajouter un autre paramètre ici pour savoir le nombre de pages. Page total pages. Alors total pages, la valeur par défaut par exemple égale 1. On peut mettre 0, on peut mettre ce qu'on veut. Alors maintenant, il va falloir calculer le total de pages. À chaque fois que je récupère une page, je calcule le total de pages comment?
Alors je sais que dans la réponse HTTP, ici, quand j'appelle Pixabay, etc., à chaque fois, il me retourne donc déjà total hits, je sais le nombre total, et comme je connais la taille de la page, 16, par exemple ici 5, donc je peux prendre total hits divisé par page 16 et ça me donne le nombre de pages. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc à chaque fois que j'appelle, j'envoie la requête HTTP. Alors là je n'ai plus besoin de faire un log ici. Donc quand je reçois ça, je vais calculer total pages. Alors total pages, ça va être en principe c'est response.data total hits, c'est-à-dire cet attribut là divisé par 10.state.page size. Normalement ça c'est le total de pages, le nombre de pages. Alors sauf que en principe il y a des virgules, c'est-à-dire c'est une parce qu'en fait je pouvais avoir par exemple un nombre virgule, c'est-à-dire c'est une valeur décimale. Alors ce qu'on va faire ici, on va faire un test. Si la condition si total hits modulo, c'est-à-dire le reste de la division par pitch size égale à 0, si le reste de la division euclidienne égale à 0, ça veut dire que dans ce cas-là, ça va être la division. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre divisé par point d'interrogation égale divisé par total pages. Sinon, deux points, ça va être c'est la division plus 1. C'est la division entière, parce qu'en fait il n'y a pas de virgule. Ici, c'est 1 plus 1. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc par exemple 5,5. Alors si vous dites 5,3 ou bien, ça veut dire que il y a 5 pages complètes, mais il y a une sixième page. Donc la virgule c'est une sixième page qui n'est pas complète. Donc il va falloir ajouter donc 1 plus la division entière. Voilà. Alors ça peut marcher comme ça. Alors ça c'est total page. Et dans ce cas-là, je vais définir ça dans le state. Donc total pages. Alors total pages c'est tout simplement voilà, total pages. Alors généralement quand vous avez un attribut, le nom de l'attribut égale la même chose, la valeur, vous pouvez faire ça, ça marche également. Vous le laissez total pages, donc il va comprendre qu'il va affecter la variable total pages à l'attribut total pages. Ça marche également. Ici, sinon, pour faire la différence totale, total p, ici vous mettez total pages égale total p. Alors c'est juste pour ne pas avoir de confusion. Voilà, alors on connaît maintenant le nom de page. Maintenant, voilà, on va essayer de faire une boucle pour afficher donc les pages ici. Alors comment on va faire alors ici vous avez div final, donc vous avez le formulaire, vous avez ici un row, on affiche les hits après ce row là par exemple. On va afficher div. Donc on va créer un UL. Normalement après on va faire une boucle pour afficher les LI. Alors pour faire la boucle maintenant,
Donc si vous voulez faire un map, il va falloir créer un tableau ici. Alors comme ça, vous faites table.map et vous générez. Donc dans ce cas-là, vous faites quelque chose comme ça. Alors pages par exemple de points égal, c'est un tableau. Ça peut être, ça c'est presque je crois le premier exemple que nous avons fait. Voilà, si vous faites ça dans ce cas-là, une fois que vous calculez le total de pages, total pages ici, total P, on met un point virgule, on va utiliser encore ici total pages égale, alors pages qui est le tableau, ça va être new array, je vais créer un array, dans la dimension c'est total P, total pages, total P, et que je vais remplir avec par exemple des zéros, fil avec des zéros. Voilà, pas de point virgule. Alors ici donc j'ai un tableau de page, comme ça je peux faire un map ici. Donc j'ai UL, je vais utiliser maintenant this.state.pages.map. Alors là je peux récupérer la valeur value et index. Ok. Et là, je vais retourner un LI. Voilà. Donc j'ai un UL avec plusieurs LI. Et chaque LI, donc, il va contenir la valeur tout simplement index. Alors si vous le laissez comme ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, pareil par exemple, parce que là il y a beaucoup de hits ici. Alors si vous regardez là, donc vous voyez donc de 0 jusqu'à, parce qu'il y a beaucoup de pages, jusqu'à 50. Alors de 0 jusqu'à 49, c'est-à-dire 50, c'est tout à fait normal parce que ici, si vous faites là, nous avons, si vous faites pareil avec page, non, c'est pas ça. Donc alors je mets Paris and page égale par exemple 1 and per page et ça per égale pour nous 10. Alors vous voyez donc ça donne pour Paris ça donne 3030. Alors si vous prenez 3030 divisé par 10, ça donne 303. Non, plutôt total hits. C'est 500. Oui, 500 divisé par 10, ça fait 50, c'est-à-dire 50 pages. Alors c'est bien ça, de 0 jusqu'à 49. Ça fait 50 pages. Alors maintenant je vais utiliser donc Bootstrap pour arranger ça. Je vais utiliser classe navbuilds et dans LI je vais utiliser un lien A et la classe ici, voilà. Et si je vais utiliser A, donc c'est là où je vais afficher le index et ça me donne quelque chose comme ça. Bon, les valeurs, alors maintenant ça doit être des liens. Alors pour cela, donc je vais utiliser href classe, utiliser btn
prends encore link, navlink par exemple. Ça donne quelque chose comme ça. Et après, on va utiliser, sinon on va utiliser btn. btn link. Voilà. Alors après, on va utiliser on click. On click égal. Et on appelle quoi? Bah, on va appeler GoToPitch par exemple. 10.GoToPitch. Voilà, alors maintenant 10.GoToPitch ici. GoToPitch égale function. Et là, j'appelle tout simplement, je transmets à la page. Alors pour lui transmettre les valeurs, je vais faire ça. C'est GoToPage, 10.GoToPage, et je lui transmets la valeur de index. Voilà. Index. Ici, c'est index. Page. Alors page, ça représente l'index. Et après, donc, je vais utiliser, comme index commence par 0, parce qu'en fait, ici, la page 0, ça devrait être, en fait, pour Pixabay, la première page, c'est 1, c'est pas 0. Donc, on va faire un plus 1. Déjà, au niveau de l'affichage, ici, on va afficher plus 1. Quand je transmets ici index, je vais lui mettre plus 1. Comme ça commence de 1 jusqu'à la dernière page. Voilà. Donc ici, c'est la page. Et je vais utiliser 10.setState. Je change la page courante. Donc, current page. Alors, current page égale page. A priori, ça peut marcher. Voilà. Alors, on va chercher. Je cherche, j'ai des pages. Là, par exemple, la page 2. Alors maintenant, je change la page, mais il faut faire appel. Il faut recharger la page, les données. C'est-à-dire ici, je fais le state, je change le state. Après, j'appelle la méthode à nouveau getIts. Voilà, this.getIts. Alors forcément, donc il va l'appeler, mais cette fois-ci avec une page qui va changer. C'est-à-dire avec current page, une nouvelle valeur de current page. Voilà. Alors j'ai les données et je peux naviguer la deuxième page. A priori ça change, vous voyez, donc ça c'est la deuxième page. La troisième page, ça change. Ainsi de suite. Alors donc je charge bien les pages, mais la page courante, tout simplement, on va la colorier avec une valeur, une couleur différente. Alors pour cela, je vais utiliser ici, sur le lien, class name, on va faire une expression. Alors c'est une expression, donc ça veut dire, on va spécifier si 10.state.currentPage égale index plus 1, parce
qu'en fait, il faut index, ça commence de 0, donc il faut toujours ajouter 1. Si le cas, point d'interrogation, je vais appliquer la classe btn, par exemple, primary. Sinon, je vais appliquer la classe btn tout court. Et après btn link, par exemple. Alors si vous faites ça, ça va nous donner juste la possibilité. La page courante, elle est coloriée différemment. Alors comme ça. Donc ça c'est la page 3. La page 6. Ainsi de suite. Alors vous voyez, donc là je navigue entre les différentes pages. Ici. Alors après, donc si vous voulez mettre votre barre, c'est-à-dire en haut, vous pouvez la faire avec div, votre UL, div, CTRL X, on va la mettre ici. Voilà. Il y a un petit souci dans le... Alors ça c'est la page 1. Non, ça a l'air de quelque chose qui cloche. Alors ça... Alors pourquoi c'est que... Parce que normalement si... Alors je vais actualiser. Pareil, à quoi est égale la page par défaut? Est-ce qu'on a défini current page default current page? Alors current page par défaut, sa valeur c'est current page c'est 1. Donc logiquement il devrait afficher 1. Page 1, c'est celle-là. Alors quand je demande la page 2, ça n'a pas l'air de changer. Alors pourquoi? Il faut regarder pourquoi. Bien, alors donc si on cherche, là comme vous voyez donc il y a en fait un petit problème. Alors je suis dans la page 1, quand je clique sur la page 2, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors si vous... Il y a un phénomène qui est très intéressant qu'il faut comprendre. Si vous tentez d'afficher ici, vous faites un console.log 10.state.currentPage et en même temps vous affichez page tout court. Normalement, il devrait avoir la même valeur. Alors, si vous regardez bien, vous serez surpris qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, je vais afficher la console. Elle est là. Alors maintenant, je vais afficher la page 2. Les données ne changent pas. Si je regarde bien ici, vous voyez, current page, il reste toujours à 1. Et alors que la page, normalement, c'est 2. Alors, ça veut dire que quand il recharge quand j'appelle getIs, il recharge avec toujours la valeur 1. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est que la méthode setState, c'est une méthode asynchrone. Ça veut dire que c'est pas une instruction bloquante, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre jusqu'à ce que le state change pour passer à la suite. Donc la méthode setState est lancée, automatiquement elle passe vers getIt, c'est-à-dire il se trouve que la méthode getIt, elle est appelée avant même que le state soit changé. Alors ça c'est quelque chose d'important à connaître. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Comment dire par exemple une fois que le state change, j'appelle getIt. Donc je dois attendre. Alors pour faire ça, donc on peut utiliser donc la méthode setState. Il y a un deuxième paramètre qui est
callback dans laquelle vous pouvez spécifier une fonction. Une fonction. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous dites je fais un set state, je change le state. Mais une fois que le state change complètement, ben, il fait appel à cette méthode-là. Alors dans ce cas-là, donc this.getIts, donc je le mets ici dans cette méthode. Alors c'est une manière de garantir que de toute façon que la méthode getIts ne va être appelée qu'une fois que en fait la méthode setState se termine, c'est-à-dire une fois que l'état de notre component a changé. Alors dans ce cas-là, si vous faites ce travail comme ça, vous allez voir que ça va marcher. Alors ça va vous éviter en fait de passer par d'autres techniques qui peuvent être relativement complexes. Alors ici donc vous voyez, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc je vois bien ici, donc je reprends, je cherche la page 1, quand je clique sur la page 2, je vois bien que ça change, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ça c'est en quelque sorte la partie pagination. Bah, pratiquement, donc après, bon, la mise en page et tout ça, vous pouvez toujours l'arranger en fonction de votre design, ce que vous souhaitez, parce que tout ça, ces images déformées comme ça, c'est pas bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, d'abord, il faut corriger quelques petits problèmes qu'on a ignorés. Alors ici, vous remarquez déjà que vous avez quelques erreurs. Bon, c'est toujours le key. Alors, je vous rappelle que quand vous faites alors c'est toujours dans galerie. Alors quand vous faites un map ici, alors nous avons le map à deux niveaux. À ce niveau-là, donc je vais parcourir donc les pages. Alors les pages, donc vous avez l'élément li, ben vous lui ajoutez key égale index par exemple. Alors il faudrait lui donner un attribut key c'est-à-dire qu'il identifie d'une manière unique. Le deuxième, et c'est celui-là. Voilà, c'est pages. Et l'autre, voilà, c'est tout en bas. Et le deuxième, c'est celui-là. Voilà, map, hit. À chaque fois, donc, j'ai le hit, j'ai un div. Alors, ce div-là, la même chose. Je vais lui ajouter key égale, c'est hit, par exemple, point id. Sachant que dans hit, il y a un attribut qui s'appelle id, qui contient le id du hit. Bon, généralement, vous trouverez toujours en fait un identifiant, sinon vous mettez index du tableau, donc ça peut être pratique. Alors déjà, ouais, donc ça ces erreurs vont disparaître. Alors là, il n'y a plus de problème. En tout cas pour ça, mais après il y a au lieu d'utiliser double égal, il faut utiliser donc triple égal. Et là, image, il faut utiliser alt. Alors ici donc ici, je fais un test. Ici égal, ça c'est réglé. Et image, on va utiliser alt. Si l'image n'existe pas, je vais afficher un texte alternatif. Ici, image par exemple. Alors ça c'est, il reste encore ici dans gallery.js. Dans la ligne numéro 23.
Alors ici, égal. Voilà. Il reste peut-être un dernier 61, l'attribut href. Voilà, un attribut href. Voilà, parce que là on a utilisé A dans la ligne 61. Alors tout ça c'est des warnings, c'est-à-dire il ne faut pas empêcher votre application de fonctionner, mais il vaudrait mieux les corriger. Donc ici vous avez A, on n'a pas d'élément href ici, donc comme on a utilisé un clic, vous pouvez utiliser bouton. Et dans ce cas-là, vous utilisez btn. Alors comme c'est un bouton, vous utilisez, au lieu de btn ici, vous utilisez btn link. Bon, c'est juste un exemple. Alors ça c'est pas bon, btn link. Voilà, donc il reste donc voilà pour la ligne 31. Donc il vous dit que l'attribut href il est requis pour un élément A. Alors en fait ça c'est un problème assez aussi classique. Donc vous avez A mais vous n'avez pas href parce que nous avons utilisé un clic. Alors dans ce genre de situation il vaudrait mieux rendre le lien bouton A, et au lieu de voilà d'utiliser, après on va changer les styles. Donc ici vous utilisez btn, parce que si vous le laissez btn comme ça va vous donner bon, une forme un peu horrible comme ça. Alors ça donne btn, oui. Sinon vous utilisez btn link. Alors, dans ce cas là ça vous donne voilà un bouton sous forme de lien. Là ça vous permet de naviguer. Voilà, alors ça c'est le... En fait, il reste une dernière, c'est toujours, voilà, image. Donc 87. Image. Normalement on a corrigé. Donc... Bon, ça c'est toujours... ici, voilà. Il vous dit que le alt, c'est pas la peine d'utiliser le image parce que lui, il sait déjà que c'est une image. Tout ça, bon. En tout cas, bon, je vous recommande de ne rien laisser passer, donc parce que vous utilisez, je vous rappelle, tous ces messages-là sont affichés grâce, c'est-à-dire en mode strict qui est spécifié dans index.js. Vous voyez bien que votre app component il est enveloppé dans React strict mode. Alors ça vous permet donc de voir, en tout cas dans votre console, ici donc s'il y a du warning, s'il y a des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'il faudrait corriger, donc il faut les corriger. Voilà. Alors donc on peut dire que nous avons terminé cette partie. Alors maintenant il reste quoi? Il reste donc le détail. Quand je clique sur l'image, donc je voudrais afficher le détail du hit. Mais avant ça, on va essayer d'abord c'est-à-dire de diviser notre page en
en d'autres composants. Alors comment on va le faire?